Aurélien Barraud contre le progrès, épisode 3. L'impérium éco-responsable ou le chaos. Nous voilà enfin proches de la conclusion. Dans les précédents articles, j'ai démontré que nous devons produire plus de viande et recourir à l'énergie nucléaire pour continuer le progrès humain et garantir la conservation d'une biosphère riche et productive. Il est maintenant temps de s'attaquer au cœur de la doctrine millénariste. Comme tout bon prêt à penser, leur socle intellectuel se résume parfaitement dans un slogan simpliste. Celui qui croit qu'une croissance infinie peut continuer indéfiniment dans un monde fini est un fou ou un économiste. Kenneth E. Boulding, cité dans Jump the Curve. Cette formule en apparence percutante et incontestable est profondément stupide. La sainte croissance est l'émanation de la trinité du progrès, constituée par l'énergie, la matière et le génie humain. Puisqu'il est déjà entendu que nous avons plus qu'assez d'énergie pour réaliser les projets les plus ambitieux, place à la pénurie de matières premières. Mon camarade Dr Manhattan s'est chargé des limites de l'intelligence humaine. La pénurie de matière n'est pas pour demain. Pour rédiger cette section, je me suis appuyé sur un dossier très complet du Collège de France. Si vous cherchez des sources, des précisions et des approfondissements, c'est gratuit, francophone et de qualité inégalable. De nombreux médias conventionnels et vulgarisateurs scientifiques prétendent que nous allons subir d'ici quelques décennies une pénurie de matières premières, notamment de métaux et de terres rares. Même le Réveilleur, youtubeur de qualité, s'est fourvoyé dans une vidéo à ce sujet. Il prétend, entre autres, que les réserves d'indium seront épuisées d'ici quelques décennies. Les rapports de criticité du BRGM indiquent que les réserves sont suffisantes pour 500 ans de consommation au rythme de 2017. Ces erreurs s'expliquent pour de nombreuses confusions et méconnaissances. Réserves, ressources et potentiel géologique. La croyance en l'épuisement des métaux et autres éléments rares s'enracine dans des impressions sémantiques. Pour sortir de l'impasse, il convient de bien définir 3 termes. Le potentiel géologique, les ressources et les réserves. Le potentiel géologique d'un élément, ce sont les quantités que l'on détecte dans la roche lors des prospections. Les quantités technologiques exploitables avec des critères économiques souples sont appelées ressources. Enfin, les réserves désignent les gisements connus dont les coûts d'extraction et de purification, avec les technologies actuelles, sont compatibles avec un prix de marché strict. Les réserves de nombreux éléments sont incontestablement limitées, de quelques décennies à quelques siècles selon les rapports de BRGM. Cependant, elles peuvent augmenter sous l'effet de plusieurs facteurs, sans qu'il soit question de génération spontanée d'éléments. Le premier est fort logiquement le prix de marché. Il permet d'exploiter des gisements moins accessibles ou plus difficiles à traiter. Le second facteur est la technologie disponible. Une rupture technologique peut réduire significativement le coût de production, ou plus simplement ouvrir l'accès à des exploitations jusque-là inenvisageables. Le retraitement des déchets d'anciennes exploitations est un cas intéressant d'augmentation des réserves par la technologie. Même le précieux platine n'est extrait que de 75 à 85% de sa teneur dans le minerai. Une technologie capable de récupérer une part suffisante de ce reliquat serait très compétitive. Exemple concret d'augmentation des réserves. Inventé dans les années 50, le procédé d'hydrométallurgie a ouvert la voie à l'exploitation des gisements de latérite à faible teneur de nickel, décuplant les réserves. Les ressources de cuivre dans la cordillère des Andes sont suffisantes pour 5500 ans de consommation, à condition de creuser jusqu'à 3 km. Bien que techniquement possible, cette exploitation est sans intérêt, tant qu'il reste des réserves moins profondes et plus compétitives. L'uranium est considéré comme menacé d'épuisement rapide par le Réveilleur et les antinucléaires. Les réserves d'uranium, au rythme de consommation actuel, seront effectivement épuisées d'ici un siècle. Mais cette hypothèse suppose qu'on n'exploitera que les gisements offrant de l'uranium à moins de 130 $ le kilo. Le coût du minerai d'uranium ne représentant pas plus de 5 € par mégawattheure d'électricité nucléaire. On peut estimer qu'une multiplication par 5 de son prix serait supportable pour la production électrique. Si l'uranium s'échangeait à 600 $ le kilo, les ressources d'uranium de l'eau de mer seraient promues au rang de réserve, les multipliant par 300 fois. Même avec un plan de construction massive de réacteurs nucléaires à neutrons thermiques pour sortir des énergies fossiles au plus vite, nous avons de quoi tenir quelques siècles. Nous aurions aussi largement le temps pour initialiser une filière à neutrons rapides,
voire passer directement à la fusion et au solaire orbital. Le prix de la durabilité. Pendant un demi-siècle, les cours des matières premières minérales furent très bas. Après l'envolée de 2008, le prix des principaux minerais sont rapidement retombés à leur niveau historique. La crise des terres rares déclenchée par la Chine en 2011 s'explique par un besoin de mieux valoriser ces éléments et non pas de crainte d'épuisement des réserves à court terme. L'industrie minière, caractérisée par des investissements lourds et à très long terme, fait face à des conditions de marché incertaines. Incapable de s'engager dans des investissements de recherche dans la prospection, l'extraction et la purification, l'industrie fait du surplace. La rapidité de l'épuisement des réserves minières est une conséquence du blocage du progrès. Pourtant, à l'inverse de l'énergie, le coût du minerai n'a pas d'effet levier sur le prix des produits. Les surcoûts liés à des processus d'extraction et de raffinage dans de meilleures conditions environnementales n'auraient que peu d'impact sur le prix des produits finis. Un téléphone portable ne contient en moyenne qu'$1 de métaux rares et précieux. L'émergence de circuits d'approvisionnement responsables, comme c'est déjà le cas dans le bois, est un axe de travail important pour garantir la durabilité de cette filière. Du plancher océanique aux profondeurs de l'espace. Si l'industrie peine à se positionner sur les ressources terrestres sortant de l'ordinaire, elle va peut-être faire l'impasse pour s'attaquer directement aux ressources sous-marines. Leur potentiel est faramineux et l'exploitation de certains gisements serait déjà économiquement viable. Même les frileux bureaucrates de la Commission européenne estiment que 10% du marché mondial des minerais seront alimentés par l'exploitation sous-marine dès 2030. Les nodules polymétalliques, les encroûtements de ferromanganèse cobalt et les dépôts sulfurés sous-marins sont des gisements extrêmement riches. Les meilleurs nodules contiennent jusqu'à 27% de manganèse, 6% de fer, 5% de silicium, 3% d'aluminium, 1,5% de nickel, 1,4% de cuivre, 0,25% de cobalt. Les océans renferment 500 milliards de tonnes de nodules. Rien que la zone de Clarion-Clipperton pourrait contenir 3,5 fois les réserves terrestres de nickel et 5,5 fois celles du cuivre et de cobalt, 6000 fois celles de thallium. Les encroûtements dans la zone nord-est Pacifique renferment 10 fois les réserves terrestres de tellure. Quand on cherche, on trouve. Les Japonais échaudés par le monopole chinois sur les terres rares ont investi dans la prospection sous-marine après 2011. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Dès 2018, ils ont annoncé la découverte d'un gisement contenant de quoi assurer les besoins mondiaux d'yttrium pendant 780 ans, d'europium pour 620 ans, de terbium pour 420 ans, et de dysprosium pour 730 ans. Un avenir abyssal à construire. Pour exploiter les gisements sous-marins, l'industrie devra relever 2 défis. Le premier est l'acquisition d'une maîtrise technique. L'heure est encore au tâtonnement et aux expérimentations hasardeuses. La prospection commence à peine à être efficace. L'exploitation est très loin d'égaler le niveau de performance des mines terrestres. Des investissements de recherche et développement massifs seront nécessaires. Sans augmentation des cours des matières premières ou support étatique dans un cadre géostratégique, l'industrie ne peut se permettre de prendre ces risques. Le second est la constitution d'un cadre légal, solide pour ses activités. Les déboires de Nautilus Minerals et de nombreux projets terrestres comme la Montagne d'Or en Guyane sont des investissements. Les saboteurs de croissance et les prêcheurs de l'apocalypse feront tout pour détruire cette industrie. Comme le promeut notre ami Aurélien Barraud, de l'autorité et de la sagesse à la chinoise seront nécessaires pour imposer cette activité aux adorateurs du chaos. Au-delà de toute limite, le minage spatial. L'impact potentiel de l'industrie minière sur la biosphère vous met mal à l'aise ? Une solution existe pour se fournir en métaux sans limite et sans aucun risque pour l'environnement. La ceinture d'astéroïdes contient plusieurs millions de fois plus de métaux que les gisements terrestres. Non seulement les quantités disponibles sont inépuisables, mais de plus, elles offrent des concentrations en métaux exceptionnelles. L'intérêt du minage spatial s'explique par une différence de nature entre les gisements terrestres et spatiaux. Au cours de la formation des planètes telluriques, l'énergie des collisions liquéfie les roches. Les métaux, éléments les plus denses, sédimentent vers le centre. Dans une planète comme la Terre, l'essentiel des métaux sont dans le noyau. Le manteau et la croûte sont très pauvres. La formation de gisements de minerais exploitables dépendent de phénomènes chimiques, biologiques et magmatiques qui concentrent localement les métaux.
Si le même phénomène de sédimentation intervient dans la formation des gros astéroïdes, la suite est différente. Ces protoplanètes telluriques sont ensuite fragmentées ou pelées par des impacts avec d'autres astéroïdes. Une partie des astéroïdes résultant de ces destructions sont des morceaux du noyau planétaire constitués quasi exclusivement de métal. Même si ces astéroïdes de type M ne représentent que 5% des météorites qui tombent sur Terre, leur potentiel minier est grandiose. L'astéroïde Psyché, noyau d'une planète avortée, est une sphère à 90% métallique de 200 km de diamètre. Les centaines de kilomètres cubes de métal qu'il contient dépassent largement les besoins terrestres imaginables et sont suffisants pour construire des étoiles de la mort. Recyclage intensif et révolution des modes de consommation. Le recyclage intensif et l'éco-conception ne sont pas des options à négliger. Aujourd'hui, ils se justifient pleinement vis-à-vis des contraintes géostratégiques. Demain, ils seront incontournables pour lancer l'expansion de notre espèce. Pour sortir de notre berceau terrestre, nous devons apprendre à recycler intégralement les éléments. Nos avant-postes coloniaux dans le système solaire ne pourront se permettre de gaspiller. La réalisation de notre destin galactique exigera l'édification d'arches spatiales autonomes, recyclant l'intégralité des éléments qu'elles embarqueront pour leur voyage multigénérationnel. Refermer les cycles des éléments limitants. Rien ne nous empêche de refermer les cycles des éléments limitants, quitte à protéger, quand l'impact sur le prix des produits finis reste négligeable, les filières de recyclage contre la concurrence de l'extraction. Si Solvay a abandonné le recyclage des lampes fluocompactes en 2016, c'est parce que sa rentabilité n'était plus assurée après la baisse des cours mondiaux des terres rares qu'elles contiennent. L'exploitation des mines urbaines doit devenir une obligation légale et une source majeure d'éléments rares. L'agriculture fait face aux mêmes défis que l'industrie. Les plantes terrestres produisent des quantités considérables de biomasse depuis 400 millions d'années sans intervention humaine. Elles ne dépendent ni de ressources fossiles, ni de mines épuisables. En séparant géographiquement la consommation et la production des végétaux, l'agriculture traditionnelle a interrompu le recyclage naturel des éléments fertilisants. Ce cycle peut être de nouveau refermé par un recours accru à l'élevage et en récupérant les engrais directement dans les déchets et eaux usées. La prospère Suisse ouvre une fois de plus la voie en rendant obligatoire la récupération du phosphore dans les eaux usées d'ici 2026. Ce que nous sommes en train d'attendre des chercheurs, ce ne sont pas des pétitions et des gémissements apocalyptiques dans les médias, mais des solutions techniques. Produire moins avec des cycles ouverts ne ferait que repousser à après-demain l'effondrement. Si les engrais chimiques sont venus au secours de l'agriculture, c'est parce que le système traditionnel, labour, cholage, fumier et irrigation, n'était pas capable de recycler les minéraux et la matière organique. Le même schéma s'applique à toutes les activités humaines. Les mauvaises technologies et les mauvaises pratiques se renforcent mutuellement. Rationaliser, optimiser et substituer. L'optimisation de l'utilisation des ressources ne fera pas l'économie d'une révolution des usages. L'automobile, aujourd'hui personnelle, deviendra demain un service d'engin autonome. Le besoin de véhicules pourrait être divisé par 3 à 10 sans réduire l'utilité concrète apportée aux usagers. L'informatique subira la même mutation. Avec la 5G et les réseaux Internet spatiaux très haut débit, les terminaux n'auront plus besoin d'embarquer des composants puissants sous-exploités. Des serveurs fourniront la puissance de calcul via des services de streaming. Par le passé, de nombreux éléments et substances jugées indispensables ont été remplacés. Le plomb, le mercure et l'amiante sont interdits pour l'essentiel des usages. Il n'est pas irréaliste de parier que les terres rares subiront le même sort. Matériaux nanostructurés, polymères et biomimétisme font partie des outils en cours de développement pour réduire la dépendance aux éléments rares. Dans son intervention au Collège de France, Jean-François Münster présente un cas concret d'optimisation de l'usage des terres rares. Les lampes fluocompactes et les LED utilisent un mélange d'éléments rares. Yttrium, europium et terbium. Mais la comparaison s'arrête là. Pour la même luminosité, les LED en utilisent encore 20 fois moins et durent entre 2 et 5 fois moins longtemps. Le succès des LED a déjà effondré la demande de ces terres rares. Sortir du pétrole. Même si les ressources sont suffisantes pour un siècle, il est urgent de mettre fin à l'économie du pétrole.
Même ceux qui nient le rôle du CO2 dans le changement climatique ne peuvent ignorer les arguments géostratégiques, sanitaires et environnementaux justifiant une sortie rapide de l'économie du pétrole. La mobilité électrique. L'expansion des véhicules électriques dans le cadre de la sortie de l'économie des énergies fossiles soulève des inquiétudes. Les prêcheurs de l'apocalypse sont en embuscade pour critiquer la dépendance des EV vis-à-vis des terres rares. Ce sont encore une fois des affabulations grotesques. Certes, elles utilisent du cobalt et du lithium, mais ces éléments ne sont pas rares. Le besoin en cobalt se réduit rapidement. Tesla a presque divisé par 3 la quantité de cobalt dans ses batteries entre 2008 et 2018. Une batterie de 70 kWh mobilise seulement 12 kg de lithium. Les réserves connues de lithium sont suffisantes pour construire 10 milliards de voitures électriques. La durée de vie des batteries pourrait même réserver de bonnes surprises. D'après les données relevées chez les utilisateurs, une Tesla avec 800 000 km au compteur pourrait ne perdre que 20% de son autonomie d'origine. Les usages non énergétiques du pétrole. Si certains voient dans les matériaux biosourcés l'alternative au plastique, les tensions sur la production alimentaire vont vraisemblablement limiter la part de la production agricole disponible pour ces usages. Néanmoins, cette industrie pourrait être alimentée en matières premières pour une source nouvelle, la photosynthèse artificielle. Cette technologie convertit l'énergie solaire, non pas en électricité dont on ne sait que faire, mais en molécules organiques. Méthane facilement convertible en méthanol, aisément stockable et transportable. Carburant, solvants, lubrifiants et matériaux plastiques sont synthétisables à partir de composants organiques de base issus de la photosynthèse artificielle. Dans les cours du Collège de France sur la photosynthèse artificielle, un point mérite une attention particulière. Les chercheurs, sans doute conscients des difficultés de la filière photovoltaïque, se sont imposés des contraintes très dures. Une d'entre elles est l'absence d'éléments rares ou coûteux dans leur système. Si cette contrainte était intégrée dès la conception dans tous les produits, la problématique des terres rares pourrait, à défaut de disparaître, être fortement réduite. Le génie humain, le triomphe de la volonté. Ce ne sont pas les ressources qui mesurent les dépenses, c'est bien plutôt l'infinité même de l'œuvre à accomplir qui suscite l'infinité correspondante des ressources. C'est parce que le monde va vers l'infini de la pensée, de l'amour, de la joie, que la quantité dont il se sert n'a pas et ne peut pas avoir de limite. Jean Jaurès, 1902, de la réalité du monde sensible. Les écologistes décroissants sont incapables d'aborder le futur comme un challenge à surmonter. En refusant le pouvoir du génie humain, nous régressons à l'état antérieur à la révolution scientifique et technique de la Renaissance. Dans une société déterministe, le futur est forcément pire que le présent et l'innovation n'est plus la bienvenue. La décroissance, technophobe par essence, est une dangereuse prophétie autoréalisatrice. L'objectif inavoué des penseurs millénaristes n'est pas la protection de l'environnement. Ils veulent détruire un élément essentiel de l'identité européenne, le feu prométhéen. Notre volonté d'apprendre plus, de produire plus et d'explorer l'univers est inscrite dans notre ethos. Détruire le capitalisme, museler la recherche, ce ne sont que des moyens pour corrompre notre nature. Ce n'est pas par hasard que des théoriciens de la croissance comme le cosmopolite Ivan Illich placent leurs réflexions dans le cadre du frère et rival de Prométhée, Épiméthée. Ils veulent un monde d'équilibre, figé et stable. Nous voulons un monde sans limite, changeant et dynamique. Quiconque connaît l'impitoyable dynamique du vivant sait dans quel camp la nature se place. Les têtes d'affiche extraites de leur petit univers académique, comme Aurélien Barraud, sont des proies faciles pour ces experts de la manipulation. Quelques études bien choisies, un peu de camaraderie, et voilà un porte-parole qui ne connaît rien à l'écologie, mais convaincu de l'imminence de la fin du monde. Aurélien Barraud brise les chaînes forgées par les adorateurs du chaos. Le millénarisme écologiste n'est pas la solution, mais bien le problème. Quand la terre entière sera dans l'état de la Somalie, personne ne se souciera de l'environnement, des droits de l'homme et du bien-être animal. Rejoins le camp archéofuturiste et ensemble nous érigerons l'impérium durable et éco-responsable. Un texte signé Technoprêtre, puis lu par Super Barbu. Abonnez-vous et suivez-nous sur rage-culture.com.